Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue. C'est le Cryptos Technical Briefing. Nous sommes le mardi 16 juillet 2024. J'espère que vous avez la patate, que vous partez en vacances, que vous êtes peut-être déjà parti. Moi, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de voir la mer, j'ai besoin de quitter l'air parisien. Moi, entre la montagne, la mer, la campagne, en numéro un, la mer, en numéro 2, la campagne, en numéro 3, la montagne. Bon. Alors, j'espère que vous avez pu remplir un peu votre besace, votre petit sac, votre bague. Lors des soldes d'été qui ont eu lieu en grande partie la semaine dernière, belle reprise du cours du BTC. Pour autant, peut-on affirmer que le risque d'un drop à 50K est écarté? Moi, j'estime que la résistance à franchir pour écarter ce risque n'est pas encore franchie. Il s'agit des 64-65K, un niveau où passent de nombreuses résistances de l'analyse technique, c'est-à-dire des résistances qui sont indiquées par des outils variés de l'analyse technique, mais il n'y a pas seulement l'analyse technique, d'autres approches analytiques. Je vais vous en faire un récap total. Alors effectivement, le marché s'est sorti, la confirmation de ce côté psychologique et contrarien des marchés, à savoir qu'il faut vendre en extrême euphorie, ce fut le cas en mars, et il faut acheter en extrême fear. Et la semaine dernière, le marché a passé 5 séances consécutives avec un Crypto Fear and Greed Index tout en bas. Les premiers signaux bullish ont été donnés vendredi, samedi, avec des dépassements de résistance intermédiaire, en particulier la reprise des moyennes mobiles à 200 jours. Alors, les événements aux États-Unis, peut-on considérer que le Parti républicain, que Donald Trump, que la perspective, en tout cas l'augmentation de la probabilité, parce que l'élection n'est pas faite, mais aux États-Unis, là-bas, ils ont des courbes de probabilité pour tout. Et je regardais la presse anglo-saxonne qui s'amuse à superposer la probabilité implicite de la victoire des républicains à l'élection du 5 novembre prochain avec des courbes de marché financier. Et forcément, ils ont fait une corrélation entre cette augmentation de la probabilité de voir Donald Trump redevenir président des États-Unis et le rebond du cours du BTC. Bon, alors, est-ce que réellement les républicains sont plus favorables que les démocrates au marché des cryptos? Effectivement, dans les déclarations, c'est ce que l'on observe. Après, il y a des éléments que, que l'on peut mettre en avant, comme le fait que le parti républicain accepte les dons en crypto, voilà, mais bon, ça peut être aussi jugé comme opportuniste. C'est vrai que 20% des Américains détiennent des cryptos, donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, d'autant plus que je vous avais montré cette statistique que le parti au pouvoir est réélu lorsque vous avez des actifs risqués en hausse dans les 3 mois qui précèdent l'élection. Donc voilà, chacun des deux camps va essayer de tirer profit du fait que les Américains sont exposés. Vous savez même que je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le potentiel futur vice-président, en tout cas colistier de Trump, a déclaré qu'il avait un gros portefeuille crypto. Je ne citerai pas le montant, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà, il y a un sujet là-dessus. Et donc au fond, voilà, cela pourrait, c'est un des éléments qui, alors l'essentiel du bottom du BTC la semaine dernière, cela a été la fin des ventes du gouvernement allemand qui a réussi à écouler ses 50 000 BTC. Sur le plan technique, il y avait des fameuses structures, la structure en zigzag qui était parfaite, le A égale C, il fallait dépasser des résistances pour activer des divergences haussières qui ont été activées mercredi, samedi dernier. Donc, il y a des éléments comme ça qui sont en place. Maintenant, en termes de saisonnalité, nous ne sommes pas encore dans la phase favorable. En fait, nous approchons de la fin de la phase défavorable. C'est ça. Donc je me dis, attention, pas remonter trop vite. De toute façon, on ne va pas remonter en ligne droite. Il y aura forcément des retracements. Il y a un gap haussier qui a été ouvert. Il y a deux gaps qui ont été ouverts. Deux gaps. Deux gaps qui ont été ouverts dans la nuit de dimanche à lundi. Pourquoi? Parce que sur les marchés à terme, la cotation s'arrête vendredi. Il y a eu un pump samedi-dimanche, donc lundi, à l'ouverture des contrats à terme Ethereum et Bitcoin, il y a un gap. Ce gap est entre 58 000 et 60 000 dollars sur Bitcoin. Faut-il le combler pour être tranquille? Bon. Non mais en fait, la question que peut-être que certains se posent, ai-je manqué le train? Ça arrive. On a tous eu, à un moment ou à un autre, je ne sais pas, un métro qui est supprimé, un RER qui est supprimé, le réveil qui n'a pas sonné, ou voilà, on a fait trop la fête la nuit dernière, on ne s'est pas réveillé, et on a manqué son train. Le principe, lorsqu'on prend un train et lorsqu'on vise une destination, nous, notre destination, ce sont les 100K.
allez, 120K, et peut-être au-delà, on verra, pour le printemps 2025. Donc nous avons une destination qui est celle d'un Bitcoin à 6 chiffres, et nous avons un timing qui est le printemps prochain. Maintenant, rassurez-vous, c'est long et il y aura beaucoup de gares. Donc, si la question que vous vous posez, ai-je manqué le train? La réponse est non. La hausse se fera toujours par étapes, des retracements, des contextes une résistance. Donc il y aura des opportunités. Moi je dis attention à ne pas partir trop vite, trop fort. Bon déjà c'est pas le cas. Parce que nous sommes encore dans ce que moi j'appelle, vous le savez depuis quelques semaines, le ventre mou en termes de saisonnalité, à la fois en lien avec le halving, à la fois en lien avec le cycle monétaire du Bitcoin, donc là j'oublie tout le reste, et aussi alors avec les éléments de la finance traditionnelle qui, eux, deviennent de plus en plus favorables, et je vous avais dit que vous allez voir que ça va finir par arriver dans le cours du Bitcoin, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, avec la confirmation de la reprise de la désinflation US, mais nous n'avons pas encore la quasi-certitude que la Fed va pivoter en septembre, même si la probabilité est importante. Nous n'avons pas encore les cassures baissières sur les taux du marché. Je les attends, je ne les ai pas. Pas de ma faute. Je ne les ai pas. Le marché ne me les donne pas. Il finira par me les donner. Donc voilà. Bon, j'ai plein de choses à vous montrer, donc c'est fini. 6 minutes de blabla. Donc c'est parti, my dear fellow. Mes amis, avez-vous profité des soldes d'été? Avez-vous profité des soldes d'été? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. La désinflation US a repris. Les perspectives sont favorables. Alors, la désinflation américaine. Ça reste le sujet clé. Le CPI, mis à jour la semaine dernière en version sous-jacente, a repris la direction du Sud. En gros, nous le savons, lorsque les taux d'inflation aux États-Unis prennent la direction du Sud, le marché crypto prend la direction du Nord, peut-être pas immédiatement, mais ça finit par agir. Donc ça c'est bien. L'indice favori de la Fed, lui, a repris la direction du Sud. Il sera mis à jour en fin de mois. Le consensus est optimiste. Donc ça c'est intéressant. Les indicateurs avancés de l'inflation sont aussi favorables. J'en ai des millions, enfin des dizaines à ma disposition. Je vous en montre un seul qui est Trueflation, car Trueflation c'est basé sur la blockchain aux States et Trueflation fait un plus bas pluriannuel, est à 1,81 avec des composantes essentielles qui drop. Regardez notamment l'inflation alimentaire qui est revenue à 0, en grande partie parce que, regardez-moi ça, la chute des matières premières agricoles, l'effondrement des matières premières agricoles comme le soja, comme l'avoine, comme le maïs, comme le blé. Reste que lui, le pétrole, alors il est sous résistance, il se maintient tout en haut, mais dites-vous bien une chose, c'est que le pétrole, s'il n'y avait pas la prime de risque géopolitique, les quotas de production de l'OPEP, et l'actuelle driving season aux États-Unis et en Europe, ce machin sera à $60. Il est tenu artificiellement. Donc, les perspectives inflationnistes sont bonnes. Cette semaine, vous avez la Banque Centrale Européenne. Elle a pivoté. Le marché n'attend pas une seconde baisse de taux ce mois-ci, mais probablement à la prochaine réunion, à la rentrée, avec la Fed. Puisque l'inflation en Europe, elle s'est stabilisée à un niveau bas. On aimerait bien que ça reprenne un peu la direction du chute, comme c'est le cas aux États-Unis. Alors au final, mis l'un dans l'autre, vous avez une probabilité importante de voir la Fed commencer à baisser ses taux lors de sa réunion du 18 septembre prochain, avec une probabilité de 87%. Ce qui est essentiel pour nous, c'est que nous avons besoin de voir des cassures baissières sur les taux d'intérêt du marché. Pour cela, je vais regarder l'analyse technique du 10 ans américain, du 2 ans américain. Nous avons les cassures techniques baissières en journalier. Nous avons les cassures techniques baissières en journalier sur le 2 ans US. Mais ce qui compte, c'est l'horizon de temps supérieur. Et là, regardez comme c'est juste beautiful, mes amis. Là, c'était signal baissier de 2019. Regardez signal haussier. Il y avait eu quand même le signal haussier sur les taux en septembre 2021.
avant que l'inflation s'envole, 2 mois avant le point haut des cryptos. Et là, on est au bord du gouffre, mais on n'a pas encore cassé ce satané nuage. Ça viendra, ça viendra. Il faut des données fondamentales pour ça. Il y en a cette semaine, je ne sais pas si ce sera suffisant, ou attendre la prochaine inflation. Mais le jour où ça casse ça, là, ce gros nuage, c'est pareil sur le 10 ans américain. Et je passe sur l'horizon de temps hebdomadaire. Checkez-moi ça. Checkez-moi As, les amis. Wesh. Moi, j'utilise jamais wesh, moi. Je parle pas comme les jeunes, j'ai un peu de mal à... Je comprends pas trop leur façon de parler. Parfois, je vois des groupes de jeunes filles qui s'appellent frères entre elles, je suis un peu perdu. Mais donc, nous n'avons pas les cassures baissières hebdo. Mais elles viendront. Et c'est ce jour-là que la finance traditionnelle permettra une vraie envolée des altcoins. Même si, ça, voilà, ça fait 2-3 semaines que je dis, hein, c'est la zone de DCA. Tranquille. Non, mais je suis très content hein, je vais pas, de ce qu'a fait Bitcoin depuis une semaine. Il n'y a pas de stress. Hein. Moi, je lui dis simplement, voilà, tranquille. Take your time, buddy, parce que tu n'es pas encore... Ne refais pas la même erreur qu'en mars. Ne refais pas la même erreur qu'en janvier, février, mars. Trop vite, trop haut, égal, branlé. Ouais, bon là, il n'ira pas trop vite, trop haut, puisqu'il n'a pas dépassé la bonne résistance. Alors, le Bitcoin, le point bas est-il définitivement derrière nous? Le train a-t-il quitté la gare? Le train a quitté une gare, c'est certain. A-t-on fini la grande 4 ou est-on encore dans la construction de la grande 3? Ça dépend quelle échelle vous utilisez. Alors, je reprends ça précisément. Sur une échelle arithmétique, clic droit, c'est normal, hein, c'est HL. Ça dépend des plateformes sur lesquelles vous évoluez. Soit vous allez lire normal, soit vous allez lire échelle arithmétique, soit échelle additive, ou échelle en nombre de dollars ou en nombre de points. Nous sommes sur une échelle arithmétique, forcément dans une grande 4 qui serait en construction ou terminée. Cette grande 4, si elle s'est effectivement terminée ici après avoir retracé 38,2 de la grande 3, ouvre le chemin à une grande 5. Donc pour activer la grande 5, il faut dépasser la bonne résistance. Moi je vous le dis, la bonne résistance c'est 65, c'est 64, 65K. Ce n'est pas dépassé au moment où j'enregistre cette vidéo. Pourquoi 64, 65K? J'y arrive dans une minute. Mais si je me projette sur les 12 prochains mois, la cible théorique, c'est 0,618 d'extension du bas de la 1 au sommet de la 3, reporté au bas de la 4. J'ai donc utilisé pour ça les extensions de Fibo. La cible théorique se situe entre 0,618 et le 1, ce qui fait un fin de bull market entre 89 et 112. Notez que vous avez cette trendline ici, un point, 2 points, et qu'elle vient chercher cette extension. Dans tous les cas, les 89 seront un point d'arrêt. On y sera. On y sera à l'automne. Bon, alors, sur une échelle logarithmique, nous sommes encore dans la grande 3. Sur une échelle logarithmique, nous sommes encore dans la grande 3. La grande 3 étant une extension de la grande 1, au bas de la grande 2. Et sa cible minimum, je prends ici mes extensions de Fibo, je prends le mode aimant, hop, boum, je prends le bas de la 1, ça me le prend ou pas là? Voilà, je prends le bas de la 1, je prends la totalité de la 1 au bas de la 2, et je mets mes extensions, et je mets mon 1,61,8, et mon 2, il est où mon 2 là? My 2. On va se le mettre là. Voilà. Hop. Et donc ça me donne du entre 77K et 100K pour une grande 3. Bon, ça, moi, en fait, lors des prochains mois, je vais en permanence jongler entre les deux. Parce que ça donnera des niveaux qui vont compter à chaque fois. Mais dans tous les cas, nous sommes donc toujours dans ce débat. Ici, par exemple, en journalier, j'ai laissé mon décompte d'une sous-vague 4 de la grande 3. Bon, maintenant, peu importe. Au final, qu'on ait fini la grande 4 ou la sous-vague 4 de la grande 3, l'idée de savoir est-ce qu'elles sont vraiment terminées. Non, parce que je sais que beaucoup parmi vous visaient encore 48, 52K.
Ok. C'est possible. C'est possible. Déjà parce que tout est possible. Mais c'est un scénario qui a perdu en probabilité. Moi, je pense que c'est un scénario qui est exclu, et ce, tant que le marché tient ses moyennes mobiles à 200 jours. Rappelez-vous, j'avais évoqué ici le risque de voir une purge sous les moyennes mobiles à 200 jours. C'est ce qui s'est passé, exactement comme en 2016 après le halving. Maintenant, tant qu'on est au-dessus, je reste bullish. Donc mon invalidation, maintenant, c'est 59,5, 60K. Notez que vous avez un gap sur le contrat futur. Ce gap, vous l'avez aussi sur le contrat Ethereum. N'oubliez pas, il faut regarder les contrats futurs, notamment du CME, parce que c'est là où est la haute finance américaine. Le contrat futur Bitcoin du CME, il est numéro 1 en open interest. Donc ne le zappez pas. C'est vrai qu'on a fini des patterns. Le zigzag, ici vous aviez eu le regular flat, ABC. Là vous avez eu le zigzag, parfait. Avec un A égale C parfait. Je l'ai ici sur le Bitcoin all-time history. Voilà, c'était le bottom of the line. Il y avait des divs. Oui, c'est vrai, il y avait des divs. Regardez, c'était le miroir de mars dernier. Le miroir de mars dernier, comme ici la fin du regular flat, voilà, on a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Il y avait des divergences de partout, des divergences primo-momentum, des divergences dans le drop, les ETF recevaient plein d'inflows. La semaine dernière, lorsqu'on a eu 5 jours consécutifs d'un crypto fear and greed index sous 30, c'était les soldes. Le signal a été donné samedi. Avec le crypto fear and greed index, le signal d'achat, c'est lorsqu'on ressort par le haut des 30. C'est comme le RSI. Bon. Le signal a été donné samedi 14. Voilà. Alors maintenant, nous sommes déjà en greed. N'oubliez pas. On achète en peur, on TP en greed, ou en extreme greed. Ça, c'est pour de la gestion court terme. Après, si vous faites du buy and hold, vous en fichez complètement. Vous achetez en extreme fear et puis rendez-vous au printemps. Rendez-vous au printemps. Alors maintenant, pourquoi faut-il dépasser 65K pour être tranquille? Moi, je suis convaincu que la bonne résistance n'a pas encore été franchie. C'est pas du tout, je ne veux pas du tout gâcher l'ambiance, mais c'est un fait. Pourquoi? Parce que 65K, c'est le prix où le dernier halving a été réalisé le samedi 20 avril. Systématiquement dans le passé, lorsque Bitcoin passait sous le prix du halving. Donc là, il est passé de 65 à 53, donc il est passé en dessous. Lorsqu'il le redépasse, c'était le signal de l'accélération. 65K. Les moyennes mobiles à 50 passent à 65K. Le nuage du système Ishimoku passe à 65K. Le prix réalisé à court terme on-chain passe à 65K. Tout passe à 65K. Ce sont aussi des proportions fractales qui passent à 65K. Il y avait un autre truc qui y passait, mais je ne sais plus, je vais retrouver. Donc, effectivement, tant qu'il n'y a pas une vraie cassure haussière de ces 65 000 $ en données journalières, il existe soit le scénario d'un retracement du beau rebond que le marché a fait quand même entre 55 et le plus haut d'hier, qui était à 64, je ne sais plus combien. Le scénario de retomber à 48,52, mois pour mois, il est beaucoup moins probable. Mais j'invalide ce point de vue si on repasse sous les moyennes mobiles à 200. Non mais on ne peut pas repasser sous les moyennes mobiles à 200. Déjà parce que ce serait inédit et ce serait vraiment un signal de faiblesse, où il y aurait une chute certaine. Donc c'est le stop suiveur, si vous voulez, du rebond. Moi je le situe en utilisant ces moyennes mobiles à 200 jours. Alors, donc voilà. Alors, oui, regardons aussi donc Ishimoku. Alors, en hebdo, quand je dis faut pas y aller trop vite, moi j'aurais aimé, c'est vrai qu'on a tué la kilo, j'aurais aimé, vous voyez, qu'on dérive un peu tranquille et puis qu'on vienne s'appuyer. Bon, après, c'est pas très loin. Si vous regardez les enseignements du système Ishimoku en journalier, donc pourquoi? Regardez bien la différence. Ici, on tape le nuage. Prenez l'exemple de ce qui s'était passé à la fin du regular flat de l'été dernier. Le vrai pump, c'est lorsqu'on est sorti par le haut du nuage et que la lagging span est sortie. Et là, on tape le nuage et la lagging span n'est pas sortie. Donc voilà, il y a tout qui passe à 65K. Le prix réalisé court terme, on est pile dessus là. Enfin, c'était hier. C'est 64,8. 65K quoi. Alors en termes de saisonnalité, nous sommes vraiment proches
là, je montre le stock to flow model qui permet vraiment d'illustrer cette saisonnalité. En particulier, c'est le cycle monétaire propre à Bitcoin, où effectivement, nous sommes proches. D'ailleurs, la valeur du stock to flow model est à 75 000 $. Elle fait un nouveau record historique. Elle a dépassé les 74 et les 73,7. Maintenant, souvenez-vous, c'est vraiment, par rapport au halving, pour moi, le point de libération en termes de saisonnalité, donc de statistique, c'est 100 jours après. Là, nous sommes, on est quoi là? On est 15 là? On est 16? On sommes 86 jours. Donc tranquille, il faut prendre le temps. Alors, j'en étais où, moi? Je sais plus. Le contrat, je voulais monter plein d'autres trucs, mais je sais plus. Oui, ça c'est encore une autre illustration du stock to flow model, où effectivement, l'ancien record historique, on avait tendance à le dépasser plutôt 5-6 mois après le halving. Là, nous sommes quasiment à 3 mois, donc c'est peut-être encore un poil tôt, vous voyez, pour accélérer. C'est pour ça, moi, je pense qu'il faut quand même rester un minimum prudent. Bon, alors, je sais plus. Oui, en données journalières, voilà, en intraday, on a fait donc cette belle reprise. Ici, vous avez donc, c'est un peu le bordel, hein, il y a des niveaux partout, mais voilà la zone des 64-65K, qui fut ici la zone de retournement de mi-mai. Vous voyez que là, on est en train de la taper, donc le marché va au minimum faire un tracement dans ce bordel. Voilà. Est-ce qu'il va combler le gap sur le futur? Bon, je sais pas. Il peut le faire. Il peut. Limite, s'il le fait et qu'il rebondit, et qu'ensuite il dépasse le nuage, au moins c'est 100. Là aussi, il y avait une belle div. Là, je suis sur le contrat futur du CME, donc le contrat que regarde la haute finance américaine. Alors ici, il n'y a pas eu de drop sous les moyennes mobiles à 200, mais il y a eu un A égale C parfait, une prise d'appui sur les 200, et puis une divergence haussière qui est venue rappeler la divergence haussière de ce que fut déjà à l'époque la fin du regular flat. Donc une divergence qui avait mis fin au regular flat, une divergence qui a mis fin au zigzag, et on teste la moyenne mobile à 50 jours. Encore elle, c'est le niveau des 65 000 $. C'est pourquoi j'estime que c'est quand même le niveau qu'il faudrait franchir pour pouvoir dire qu'il n'y aura pas de drop à 50K. Voilà. Allez, sans transition et brièvement, Ethereum, c'est tout ce que je viens de dire sur Bitcoin, c'est exactement le même raisonnement. La pattern semble être finie. La vague 4, la divergence. Alors elle était belle hein, la semaine dernière, cette petite divergence haussière en journalier sur Ethereum, la div ici du dimanche 7 juillet, qui a été activée en fait dès la session du mardi 9 juillet, suivi du redépassement des moyennes mobiles à 200, réintégration de cette trendline. Bon, voilà, le nuage du système Ishimoku est là, donc c'est pour ça je me dis, voilà, on peut prendre un peu notre temps là et puis repartir après. La cible de la 5 de la 3, c'est le record historique. Là, c'est pas bien compliqué. Hein. Donc ça, c'est la cible pour l'automne, pour moi, est ici, hein, sur Ethereum. Sinon, c'est le même point de vue que pour BTC. Le Binance Coin, BNB-USD, pardon. Rebond sur support, rebond sur les moyennes mobiles à 200. Ok, parfait, c'est le même topo, on a envie d'y croire que... Voilà, c'est tout. Hein. Solana, c'est pareil. Les moyennes mobiles à 200. Alors, Solana, la vague 4, parfaite en triangle rectangle. L'équivalent des 65 000, c'est cette résistance. Forcément, tout le monde la voit. C'est tout. Pas grand-chose à dire de plus. Alors, Ton, parce que vous me l'avez demandé, est un jeton qui a complètement échappé à la correction. Vous voyez, Ton, moi j'estime que nous sommes dans ce décompte-là. Une grande 3 qui fatigue. J'aimerais... Vous voyez, non mais Bitcoin l'a fait. Bitcoin a fini par retracer et revenir à sa moyenne mobile à 30 semaines. Sur Ton, c'est le risque. C'est le risque qu'à un moment ou à un autre, il y a une 4. Sur Ton, voilà, c'est l'approche qu'on peut avoir. Une 4 qui nous ramène ici, l'ancien record cours de clôture mèche, la MM30, et ensuite on repart. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On ne va pas anticiper la chute, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui permettrait de savoir si on peut avoir cette 4 ? Eh bien, regardez en journalier. Mais qu'est-ce que c'est propre ? Là, c'est quand même beau, le système Ishimoku. Donc, tant qu'on est au-dessus du nuage journalier, c'est bullish. Et si on passe en dessous, on reviendra chercher les 200 et on repartira. Exactement comme a fait Bitcoin.
Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, moi je vais me faire un petit café ou un petit thé vert, une grosse session de sport pour un peu me lancer. Et puis c'est parti, et voilà. Et on fait le suivi de tout ça. Et puis venez nous voir dans Cryptos Research. On parle de Bitcoin et d'altcoins tous les jours. Venez nous voir. Allez, salut, bonne semaine.